Est-ce que Bernard nous écoute? Bon, manifestement, on a du mal à joindre Bernard du côté du Burkina. En attendant le retour de Bernard, je vais passer à Yves. Yves, monsieur Batoum, pensez-vous, comment dire ça, est-ce que vous êtes capable de nous expliquer concrètement comment fonctionne aujourd'hui la chaîne de valeur d'or, depuis le site d'exploration jusqu'au point de vente? Comment c'est structuré? Comment c'est organisé? Vous me recevez? OK. Vous me recevez? Il y a Bernard qui vient d'entrer. Oui, vous me recevez? On vous reçoit maintenant, Bernard. D'accord, donc déjà, merci pour ce webinaire. Et pour planter le décor, il faut déjà dire que l'or, c'est un métal précieux. L'or est un métal précieux, très dense, malléable et ductile, de formule chimique AU. Donc, on dit que l'or est inaltérable. Pourquoi? Parce que si vous avez de l'or, vous partez, laissez l'or. Parce que l'or, c'est une matière, c'est une substance précieuse qui dure dans le temps. Et cette durée fait que l'or est très convoité et utilisé comme valeur refuge, et utilisé également dans la joaillerie, dans l'industrie, pour sa haute conductivité. Donc, on dit que l'or est inaltérable. Pour nous, les géologues, on dit que l'or est inaltérable parce que elle reste une éternité. Donc, on part et on laisse l'or. Voilà pourquoi il y a tant de convoitise derrière cette matière première, donc cette substance précieuse. Donc, déjà, c'est ce il faut dire. Voilà. L'or est une substance, c'est une matière précieuse parce que il est inaltérable. Il est très convoité, il est utilisé dans l'industrie, il est utilisé aussi dans l'échange. Dans le passé, les monnaies comme le dollar avaient été basées sur l'or. C'est-à-dire que l'or était utilisé comme référence. C'est une garantie de la monnaie. Voilà. Ok, donc, merci Bernard. L'or est très convoité pour ces raisons-là. Merci Bernard, merci pour ces précisions. On comprend mieux pourquoi effectivement l'or est convoité. Je reviens vers vous, Monsieur Batoum. Je ne sais pas si vous avez encore la question en tête. Comment pouvez-vous tout à fait. Comment est structuré à peu près comment fonctionne cette chaîne de valeur locale, vous qui êtes sur le terrain, depuis l'exploitation jusqu'à l'exportation? Ok, merci Armand. Merci de me passer la parole. Et je vais aller droit au but. Alors, actuellement au Cameroun, quand on regarde sur le terrain, nous avons les artisans miniers, nous avons les entreprises qui ont des permis dits permis artisanal. On a des entreprises qui ont des permis dits permis semi-mécanisés. Bon, semi-mécanisés, c'est-à-dire que c'est des entreprises qui ont à partir de 2 pelles excavatrices avec un certain nombre de bols ou du moins d'équipements de transformation. Et on a aussi très récemment quand même quelques entreprises qui commencent dans la mine industrielle. Donc, sur le terrain, voilà un peu ce qu'on a comme acteur. Bon, maintenant aussi, on a la Sonamine qui est présente sur le terrain, qui représente l'État. On a aussi le ministère si on peut dire, des mines, qui est aussi un acteur important. Donc, on a aussi les bureaux d'achat. Mais justement, c'était là où je voulais en venir au niveau de ma question. Plus localement parlant, quand on reste dans votre terrain d'action, comment s'organisent justement les opérations sur le plan local entre les collecteurs, les bureaux d'achat? Comment ça se gère ça? Bon, très généralement, voilà, sur le terrain, on a les différents opérateurs dont j'ai cité. Maintenant, on a les collecteurs. Les collecteurs, c'est ceux qui vont acheter l'or dans les sites, très généralement. On a aussi maintenant les bureaux d'achat. Bon, les bureaux d'achat ont des collecteurs
qui sont aussi sur le terrain, bon, qui vont acheter généralement de l'or chez les artisans. Bon, les entreprises qui ont des permis semi-mécanisés, elles vont directement venir parfois dans les bureaux d'achat pour aussi, n'est-ce pas, vendre de l'or pour souvent les coûts d'opération. Ou alors souvent, si elles ne font pas l'export, elles vont, n'est-ce pas, vendre toute leur production. Bon, maintenant, les bureaux d'achat, eux, ils sont censés déclarer, n'est-ce pas, les quantités qu'ils achètent. Donc, au ministère avant. Ce sont des bureaux agréés, tout à fait. C'est des bureaux agréés et eux maintenant, ils doivent, n'est-ce pas, déclarer tout ce qu'ils ont fait comme achat d'or. Et maintenant, la dernière étape qui est l'exportation, ces bureaux doivent avant tout déclarer au ministère des Mines, faire une expertise, payer une taxe avant de faire de l'export. Ça, c'est pour en ce qui concerne les bureaux d'achat. Maintenant, les entreprises qui, n'est-ce pas, ne passent pas par des bureaux d'achat, elles peuvent directement faire de l'exportation. Donc, on a un autre canal, c'est-à-dire qu'une entreprise, par exemple, semi-mécanisée, peut avoir elle-même son canal pour faire de l'exportation. Et est-ce que ce canal est contrôlé? Est-ce que c'est un canal mis en place par le gouvernement ou c'est indépendant? Bon, c'est un canal mis par le gouvernement, c'est-à-dire qu'elles vont avoir ce qu'on appelle une autorisation, un bureau d'achat. Elles ne vont pas acheter de l'or, mais cette autorisation leur permet de faire de l'exportation. Alors, l'acteur dont j'ai parlé, la Sonamine sur le terrain actuellement est celle qui, n'est-ce pas, se concentre sur ceux qui ont les permis d'autorisation semi-mécanisés et certains permis artisanaux, comme on dit le permis artisanal. La Sonamine est chargée d'aller prendre la quote-part de l'État dans ces entreprises. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a travail, chaque fois qu'on va sortir en dernière étape du processus de l'or, on a la Sonamine qui est présente dans toutes ces différentes entreprises. Mais on parle bien du semi-mécanisé, où il est relativement plus simple de suivre la production de l'or contrairement à l'artisanat. Tout à fait, tout à fait. Vous faites très bien de le préciser, c'est très important, parce que l'artisanat, ça concerne beaucoup les bureaux d'achat, mais en partie les bureaux d'achat, mais la Sonamine est présente. Donc, on a aussi ici une prise de données, on a l'évaluation de ce que produit l'entreprise et le pourcentage qui revient à l'État. Aussi, au niveau de le contrôle est fait par la Sonamine qui ont mené une brigade minière. Donc, voilà un peu sur le terrain ce qui se passe grosso modo actuellement. C'est très clair, Yves. C'est très clair, monsieur Yves. C'est très clair les explications et c'est très intéressant parce que du coup, j'aimerais me retourner du côté de monsieur Ntiama pour savoir au niveau du Burkina, ou du moins dans les pays aurifères de l'Afrique de l'Ouest où vous avez de longues expériences dans le domaine, comment ça se passe? Parce que je suis un peu surpris, moi qui suis un peu du domaine, on ne se lève pas le matin pour aller creuser et chercher de l'or. Il me semble qu'il y a différents types de permis qui suivent un processus classique. Comment ça se passe du côté de l'Afrique de l'Ouest, M. Ntiama? D'accord, merci, tout à fait. Effectivement, c'est un peu différent du côté de l'Afrique de l'Ouest et plus particulièrement du Burkina. Déjà, vous avez trois types d'exploitation, un peu comme en Afrique centrale dans un premier temps. L'exploitation artisanale, l'exploitation semi-mécanisée et l'exploitation industrielle, la petite mine qui englobe la petite mine et la grande mine. Donc, au niveau artisanal, la production est rachetée, elle est faite par les artisans miniers. Elle utilise des moyens manuels, un peu de moyens mécaniques, mais vraiment très peu de moyens mécaniques. Donc, c'est une exploitation manuelle, essentiellement. Vous avez l'exploitation semi-mécanisée avec un peu plus de moyens mécaniques, un peu plus d'engins, mais pas d'engins lourds.
Et vous avez ensuite l'exploitation industrielle qui utilise la mécanique lourde, des engins lourds, des unités de traitement d'une certaine capacité. Donc, au niveau artisanal, l'or est racheté au niveau des comptoirs. Donc, l'or est vendu au niveau des comptoirs. Et au Burkina, nous avons mis en place une société qui est l'équivalent de la Sonamine. Ici, on parle de la Sonaspe, la Société nationale des substances précieuses, qui rachète tout l'or produit par les artisans miniers. Donc, l'or est racheté au niveau des comptoirs qui vont ensuite revendre ce or-là au niveau de la Sonaspe. Et idem au niveau de la semi-mécanisée, l'or est produit par les mines semi-mécanisées qui vont ensuite revendre à la Sonaspe ce or-là. Donc, la Sonaspe est une structure étatique. Donc, au niveau des mines industrielles, cependant, la mine a la possibilité d'aller chercher ses clients, puisque l'État a des parts dans ces mines-là. Donc, l'État a sa part en production aurifère et la mine a la possibilité d'aller vendre à l'extérieur avec ses clients privilégiés. Donc, elle n'est pas obligée de vendre à l'État. De toute façon, l'État ne pourrait pas forcément payer toute la production industrielle. Voilà un peu comment ça se passe au niveau de l'Afrique de l'Ouest et en particulier au Burkina. C'est très frappant parce que le lien, la connexion du moins, ce que je vois entre quand je fais la similitude avec ce qui se passe au Cameroun et en Afrique de l'Ouest, je constate quand même que plus on évolue dans le processus de l'exploitation, plus on évolue de l'artisanat à l'industriel et plus facile il sera de gérer le suivi, la traçabilité. On reviendra là-dessus. Voilà, on reviendra dessus dans les prochaines questions. Je vais revenir vers M. Batoum. M. Batoum, cette semaine, notre ministre, le ministre des Mines et du Développement technologique du Cameroun, était sur le terrain, accompagné de la Sonamine, du CED et d'autres organes, pour mettre, je dirais, fin à l'exploitation illégale de l'or, notamment dans le département du Lom et d'Irem. Alors, vous qui êtes, un homme de terrain au quotidien, observe-t-on une inadéquation entre les permis qui sont accordés et la réalité des opérations sur le terrain? En gros, est-ce que si vous avez par exemple un permis de recherche, est-ce que vous pouvez de façon illégale, impromptue, aller faire de l'artisanat ou de semi-industriel? Est-ce que ce genre d'opérations sont courants, peu ou fréquents du côté sur le terrain, vous qui êtes notre représentant local? Ok, merci Armand de me passer encore la parole. Effectivement, il y a une adéquation sur le terrain. C'est-à-dire que on a généralement des entreprises qui ont des permis d'exploitation, je vais dire permis artisanal, mais qui sur le terrain vont faire de la mine semi-mécanisée. C'est-à-dire qu'elles vont utiliser, n'est-ce pas, des engins. Et là, ça fausse un peu tout parce que l'idée n'est pas la même au départ. Donc, on a un problème au niveau des données. Et d'autres qui vont demander un permis peut-être pour semi-mécanisé et qui vont, n'est-ce pas, tendre vers ce qui est industriel. Et très généralement, on va trouver que, et ce pourquoi le ministre était à l'Est ces derniers jours, c'est qu'on a, vous savez, au Cameroun, on a des gens qui ont des permis de recherche qui couvrent des grandes surfaces. On peut aller jusqu'à 1000 km², 500 km². Et les détenteurs, n'est-ce pas, sont supposés faire de la recherche et faire des rapports à l'État. Mais très généralement, ceux qui ont ces permis de recherche les utilisent plutôt pour faire, n'est-ce pas, mettre, n'est-ce pas, des partenaires qui vont faire, n'est-ce pas, de l'exploitation, n'est-ce pas, artisanale ou semi-mécanisée, et, n'est-ce pas, et travailler et changer faire du partage de production. Donc, on a cette inadéquation. Et justement, le ministre en parlait parce que la loi dit que celui qui a un permis de recherche
personne d'autre ne peut faire soit du semi-mécanisé, soit de l'artisanal dessus, à moins d'avoir, n'est-ce pas, une lettre de consentement du propriétaire du permis de recherche. Donc, le ministre était justement allé pour régler ce genre de problème. Donc, effectivement, il y a une grosse inadéquation. D'accord. Oui, c'est très clair, d'autant plus que je ne sais pas si c'est comme ça dans le code minier camerounais, mais je sais par exemple que dans le code minier ivoirien qui est assez bien élaboré, et peut-être celui du Burkina Faso aussi, puisqu'ils ont un socle commun, pour obtenir le permis de recherche, notamment, vous devez débourser un certain montant relativement important par kilomètre carré. C'est un moyen, il me semble, incitatif pour déjà sélectionner les entreprises qui sont sérieuses, parce que les sommes sont assez importantes, et puis derrière, pour être capable aussi par la suite de suivre. Parce que j'imagine le manque à gagner de l'État. Quand vous optez pour un permis de recherche, vous ne payez pas, je suppose, les mêmes redevances qu'une société qui va venir payer pour l'exploitation. On est bien d'accord, Monsieur Batou? Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Je pense que les permis de recherche sont… on est assez sélectif au niveau de ceux à qui on va l'octroyer parce qu'on veut être sûr que de la recherche effective sera faite parce qu'il y va de l'intérêt de l'État. Mais très généralement, on ne voit pas tellement de la recherche. Il y a quelques entreprises quand même comme Africa Aura qui ont fait de la grande recherche et les données sont exploitables aujourd'hui. Mais ces derniers temps, on ne voit pas beaucoup de la recherche. On voit plutôt, n'est-ce pas, des entreprises qui sont placées pour… donc peut-être qu'il y aura… Elles sont plus attirées par l'appât du gain finalement que par l'idée aussi, quelque part, de soutenir le gouvernement, parce que faire de la recherche, c'est aussi un intérêt pour le gouvernement camerounais, parce que derrière, il y a des formations pour les jeunes, il y a la possibilité pour nos jeunes géologues de se former aussi dans le métier, et j'en passe. Donc, c'est toute une chaîne de valeur qui est mise en danger. Mais ça, c'est très clair. Ça fait partie des points, justement, qu'il faudra… je pense, évoqué par la suite. Mais on va essayer d'évoluer. Monsieur Tiama, du côté je dirais, de l'Afrique de l'Ouest, selon vous, si on vient au niveau de la traçabilité, quelles pourraient être les solutions pour avoir un système, je dirais, crédible de traçabilité aurifère? Quels conseils vous pourriez donner avec l'expérience que vous avez eue du côté du Burkina Faso et de l'Afrique de l'Ouest? Oui, déjà, il faut dire au niveau du Burkina, c'est que nous avons, à l'image du Cameroun, nous avons un service du cadastre, un cadastre minier qui qui recense tous les permis d'exploration, tous les permis d'exploitation et les permis subdivisés en différentes catégories: exploitation artisanale, semi-mécanisée et semi-industrielle, qui sont consignés dans la base de données du cadastre. Accessible à tout le monde. Une traçabilité, oui, et qui permet une traçabilité donc de l'ensemble des zones d'exploitation sur le territoire burkinabé. D'accord. Maintenant, donc, ceci pourrait être un moyen, en tout cas, de faire un suivi. Mais au-delà de ça, il faut également le suivi sur le terrain, parce que vous avez des zones qui sont exploitées par des artisans miniers, mais où il y a des cellules mécanisées qui viennent s'implanter. Donc, il y a au niveau du ministère l'inspection, le service d'inspection technique, les inspecteurs des mines qui font des sorties régulièrement au cours de l'année pour aller vérifier si ce qui se trouve sur le terrain, les exploitants qui sont sur le terrain correspondent réellement à ceux qui sont déclarés dans la base de données. Il y a une cohérence entre la base de données et la réalité sur le terrain. Donc ça pourrait être un moyen de suivi sur le terrain, de traçabilité, pour s'assurer qu'il y a une adéquation entre le terrain et le bureau. D'accord. Ce qu'il y a dans les bases de données. Très intéressant. Donc, il y a également…
Oui. Allez-y, allez-y, je vous laisse terminer. Je vous laisse terminer pour le deuxième cas. Oui, bon, comme moyen de traçabilité également, il y a la possibilité de mettre en place le suivi même des artisans miniers, un meilleur suivi des artisans miniers à travers des coopératives. Donc, les D'accord. coopératives sont beaucoup plus faciles à contrôler, à gérer que les artisans miniers un peu éparpillés euh, partout. Donc, en les regroupant en coopératives, cela va faciliter un meilleur suivi, donc Et une ça meilleure marche? C'est une traçabilité. expérience qui marche bien du côté de l'Afrique de l'Ouest, les coopératives? Oui, Est-ce oui, que oui, les il y a des orpailleurs coopératives. adhèrent? Ils adhèrent totalement à Voilà, ce projet? exactement, tout à fait, parce que ça les arrange. Ça les arrange de se mettre en coopérative parce qu'en ce moment-là, quand ils sont en coopérative, ils ont des avantages. L'État a prévu des avantages, notamment au niveau des taxes et autres. Donc, ça leur permet de réduire donc, leurs dépenses et de mettre en commun leurs efforts pour parvenir à des meilleures productions. Et c'est gagnant. C'est gagnant pour eux, c'est gagnant pour l'État aussi. Donc, ils ont effectivement, ils ont un intérêt à aller vers le formel parce que, in fine, les solutions proposées, les avantages sont réels, en tout cas beaucoup plus intéressants que de continuer dans l'informel. C'est très intéressant parce qu'on évoquera ce point un peu plus bas pour savoir comment inciter notamment les orpailleurs camerounais à se diriger par là. Du coup, j'ai quand même une question qui me turlupine. On pointe fréquemment du doigt le gouvernement sur les différentes problématiques, et ça, je peux le comprendre. Je pense qu'on peut tout comprendre. Mais au fond, très sérieusement, et ça, je m'adresse à tous les deux, est-ce que toutes les parties prenantes n'ont pas leur part de responsabilité? Et comment les faire fédérer pour mieux collecter, pour mieux exploiter les données, pour renforcer le contrôle? J'aimerais que M. Batum réponde en premier à cette question, lui qui est un opérateur, un exploitant local. Est-ce que vous n'avez pas votre part de responsabilité dans ce qui se passe aussi aujourd'hui? Monsieur Batum, est-ce que vous m'entendez? Pardon, je m'excuse, j'étais un peu coupé, mais je ne sais pas, je n'ai pas compris la question. Je demandais si on pointe Allô, du doigt. Armand? Oui, vous m'entendez ou pas? Est-ce que vous Je vous m'entendez entends là? très bien maintenant. Voilà. Je disais que nous. Maintenant, je vous entends très bien. C'est parfait, M. Batum. Je disais que nous pointons du doigt le gouvernement sur les différentes problématiques et ça peut se comprendre. Et je me demandais, est-ce que vous qui êtes exploitant minier, est-ce que finalement toutes les parties prenantes n'ont pas leur part de responsabilité? Et si c'est le cas, comment on peut faire pour qu'elles fédèrent, pour que toutes ces parties fédèrent, pour mieux collecter, pour mieux exploiter les données, pour renforcer le contrôle? Oui, tout à fait. Effectivement, je pense que le problème n'est pas seulement au niveau de l'État. Tous les différents acteurs ont leur part de responsabilité parce que ça arrange bien sûr les entreprises, n'est-ce pas, de ne pas qu'il n'y ait pas une traçabilité. Alors, je pense que ce qui serait bien déjà, c'est que les entreprises, n'est-ce pas, voient l'intérêt qu'elles peuvent avoir, n'est-ce pas, n'est-ce pas, suivant, n'est-ce pas, l'État, en travaillant de main avec l'État. Donc, je pense que au-delà, n'est-ce pas, des avantages que l'État doit pouvoir apporter, c'est-à-dire en termes d'aide au financement, en termes de, n'est-ce pas, faciliter tout ce qui est administratif, et en proposant Peut-être aussi… même les accompagner dans la mise à disposition des EPI, les équipements de protection individuelle, pour peut-être aussi éviter que ces orpailleurs continuent de tomber malades, ce genre de choses. Tout à fait, tout à fait. Et même leur donner aussi même des équipements qui permettent, n'est-ce pas, d'avoir de meilleurs rendements. Vous savez qu'on peut exploiter de l'or, mais ne pas avoir de bons rendements. Donc, oui, tout ça, effectivement, l'État peut aider beaucoup dans ce domaine-là. Et aussi, je pense que les entreprises minières ont aussi leur part de responsabilité.
Et c'est une situation qui les arrange. Mais je pense que si elles voient l'intérêt qu'elles auraient, n'est-ce pas, à marcher avec l'État, je crois que elles vont rapidement, n'est-ce pas, se formaliser, elles vont permettre, n'est-ce pas, à ce qu'il y ait une meilleure traçabilité et tout ça, quoi. Voilà ce que je peux dire en ce qui concerne, n'est-ce pas, les différentes responsabilités. Et aussi, vous savez, il y a beaucoup, c'est des domaines assez compliqués. Vous savez, oui, c'est pas facile. Il faudrait aussi peut-être bien payer ceux qui vont faire le contrôle à la Sonamine. Vous savez, c'est pas facile. Vous avez un agent qui va aller collecter 1 kilo ou 2 kilos d'or dans une entreprise. Bon, il faut qu'il soit bien payé. Et tout ça, c'est pas facile. Non, vous avez parfaitement raison. D'autant plus que j'ai lu ce matin que l'inspection générale des mines de la RDC, la République démocratique du Congo, annonce la création d'une garde minière qui sera une unité paramilitaire qui sera dédiée spécifiquement à la sécurisation du secteur minier. Et on parle là de recruter plus de 20 000 gardes pour couvrir les 22 provinces minières en RDC. Donc, j'ai envie de dire, ce n'est pas un problème camerounais, c'est un problème qui doit a priori concerner la plupart des pays africains. Mais ce que je veux montrer là, c'est qu'il existe des solutions dans d'autres pays et il serait peut-être intéressant pour vous, les acteurs, pour le gouvernement camerounais, d'être force de proposition et pourquoi pas, à travers ce qui se fait ailleurs, d'être ce relais qui va transmettre les différentes solutions à nos dirigeants. Revenons maintenant sur les mesures qui ont été mises en place par le gouvernement camerounais face à cette crise-là. Il y a un certain nombre de choses qui ont été mises en avant et Mme Pondoleza a commencé à les citer tout à l'heure, la suspension ou la fermeture des sites, le retrait d'autorisation, les obligations techniques renforcées, les restrictions opérationnelles et j'en passe. Mais, M. Batum, parmi ces nouvelles exigences-là, lesquelles vous semblent réellement applicables sur le terrain? Parce que c'est bien beau de prendre les exigences quand nous sommes dans nos bureaux. Et il y a une réalité quand même, c'est que ceux qui sont sur le terrain ont besoin de vivre puisque c'est leur gagne-pain au quotidien. Donc, comment vous pensez que ces mesures-là auront du sens? Vont-elles être facilement applicables? J'aimerais avoir votre avis sur la question. Merci, M. Armand. Et tout à fait, il y a des de ces nouvelles lois qui sont d'ailleurs appliquées un peu partout. Comme vous avez dit, la problématique est pareille un peu partout. Il y a des lois qui sont faciles à appliquer, comme par exemple la restauration des sites. Ça, c'est très facile à appliquer parce que, vous savez, il y a beaucoup de transformation de l'environnement, il y a beaucoup ce problème environnemental. Des rivières, des lits des rivières qui sont bougés et tout ça. Donc, je pense que oui, ça, c'est une loi qui est facile à faire. Maintenant, il y a d'autres lois qui sont aussi, en termes, par exemple, on parle de fonctionnement, par exemple, en vase clos. Bon, ça, ce sera peut-être un peu plus, je dirais, challenging, comme on dit, parce que il va falloir, n'est-ce pas, avoir des personnes dans tous les sites carrément. Oui, ça fait du personnel. Pas étonnant que la RDC envisage 20 000 personnes. Vous comprenez ça. Donc, la majorité de ces lois demandent à être renforcées par du personnel. Et l'État se doit, voilà, d'avoir des personnes, n'est-ce pas, généralement à tous ces endroits pour qu'on ait une meilleure traçabilité, pour qu'il y ait, n'est-ce pas, un meilleur contrôle des activités. Vous savez, il y a aussi beaucoup d'activités parfois illicites. Vous savez qu'il y a l'usage des produits chimiques qui sont parfois très, très dévastateurs, le cyanure par exemple, et tout ça. Donc, pour justement pouvoir contrôler, il faut beaucoup de personnel pour renforcer, n'est-ce pas, ces mesures qui ont été prises.
C'est bien que vous parlez de personnel parce que ça me permet de faire la transition justement pour M. Tiama. Comment Oui. se passe la relation dans les autres pays entre le ministère en charge des mines et l'organe, je dirais, technique en charge du moins l'organe en charge de la direction technique. Entre autres, par exemple, au Burkina, vous avez parlé de la SONAPS, qui est certainement rattachée au ministère des Mines. Comment se passe cette relation? Qui fait quoi? Déjà, au niveau du Burkina, la SONASP a un rôle on va dire d'encadrement de l'exploitation semi-mécanisée. Donc, c'est l'ancienne agence pour l'encadrement des exploitations semi-mécanisées qui est devenue la SONASP. Donc, son rôle, c'est essentiellement d'encadrer les exploitations à petite échelle, notamment l'exploitation artisanale et l'exploitation semi-mécanisée. Donc, et aussi, elle peut acheter de l'or auprès des artisans miniers, elle peut également acheter de l'or auprès des mines semi-mécanisées. Mais je vais un peu revenir au niveau du contrôle Je vous en et prie. le déploiement du personnel, au Cameroun. On parlait de 20 000 agents. Bon, je pense que c'est vrai que il faut du personnel pour ça. Mais ce qui est fait au niveau du Burkina, c'est que nous avons avant d'obtenir un permis d'exploitation d'une mine semi-mécanisée ou industrielle, il y a ce qu'on appelle une étude de faisabilité environnementale et sociale qui est faite déjà. Oui, oui. Donc, cette étude de faisabilité environnementale et sociale permet de déjà régler un certain nombre de choses, telles que la coexistence avec les communautés qui sont à proximité de la mine, l'utilisation, les modalités d'utilisation des substances dangereuses telles que le cyanure, la chaux, les acides et autres, les dynamites. Donc, tout ça, c'est quelque chose qui est c'est déjà réglé dès la phase d'étude de faisabilité technique. Si bien que, une fois que vous avez l'arrêté de faisabilité environnementale qui est octroyé, c'est que il y a un canevas que vous devez respecter, un canevas de méthodes, des mesures de mitigation que vous devriez respecter pendant l'exploitation de la mine et ça sera vérifié par le ministère ensuite à travers ses services d'inspection technique. Donc, il n'y aura pas besoin de mettre du personnel, des milliers d'hommes sur place là-bas pour courir après les exploitants. Il y a des visites qui sont faites régulièrement au cours de l'année. On remarque, le ministère vient, il remarque que vous avez, pour, par exemple, la gestion du cyanure, il y a ce qu'on appelle un parc à résidus. Il vous faut un parc à résidus pour gérer les déchets d'exploitation liés à l'utilisation du cyanure. Donc, ces parcs-là permettent de contenir le cyanure afin d'éviter l'infiltration pour ne pas contaminer les eaux souterraines. Donc, si les services d'inspection arrivent et qu'ils constatent que vous avez ce qu'on appelle une géomembrane qui permet de protéger le sol, ça, c'est déjà un pas. Ça fait partie des canevas pour éviter que le cyanure ne se répande dans la nature. Donc, il y a un certain nombre de mesures comme ça qui seront établies pour éviter qu'il y ait des soucis liés à la sécurité du personnel, de ceux même qui exploitent et de ceux qui sont aux alentours. Donc, on n'a pas besoin de rester à pied d'œuvre pour surveiller les artisans, les exploitants miniers. Voilà. Donc, ça, c'est déjà un fait. C'est-à-dire qu'il y a une étude environnementale. Ensuite, pour le suivi des achats, donc il y a ce qu'on appelle la carte l'artisan minier, on en a parlé déjà. Et il y a le contrôle au niveau de la SONASP qui va racheter tout l'or qui est produit par les artisans miniers et les détenteurs de mines semi-mécanisées. Donc voilà un peu comment ça se passe au Burkina. Oui, oui, très intéressant. Je pense effectivement qu'il y a des choses que nous pouvons partager entre interrégions ou
sous-région. Monsieur Batoum, je reviens un peu pour continuer sur l'échange de tout à l'heure. Quels mécanismes d'incitation peuvent permettre, selon vous, une meilleure intégration de ces exploitants dans la chaîne formelle? On a évoqué la formation, on a évoqué, je pense, comment utiliser peut-être ces produits chimiques, mieux les utiliser et consorts. Est-ce qu'il y a d'autres points qui vous semblent pertinents aujourd'hui pour inciter justement ces orpailleurs à intégrer une chaîne de valeur beaucoup plus formelle? OK. Merci encore, M. Armand, de me donner la parole. Tout à fait. En plus de ces éléments que vous avez évoqués, on a, n'est-ce pas, des prix d'achat compétitifs. C'est-à-dire que c'est un levier est très important parce que dans l'informel, on paye cash et très souvent immédiatement. Et donc, c'est parfois attractif pour, n'est-ce pas, les artisans. Un autre point aussi important, on a, par exemple, n'est-ce pas, les financements. Vous savez, en général, dans l'activité minière, on a souvent un problème de liquidité. Et souvent, on a besoin d'un financement et ce serait bien, n'est-ce pas, que, n'est-ce pas, l'État puisse, n'est-ce pas, mettre à disposition parfois un financement pour, n'est-ce pas, certaines, soit entreprises ou soit des artisans. Donc, ça, c'est le deuxième élément qui peut être, qu'on peut citer, parce que c'est ce qui se fait actuellement sur le terrain par les bureaux d'achat. Vous savez, sur le terrain aujourd'hui, c'est les bureaux d'achat qui, parfois, ne travaillent pas forcément avec le gouvernement, mais qui vont financer, n'est-ce pas, l'activité. Voilà. Bon, on a autre. C'est très intéressant ce que vous dites parce que ça me fait penser à, comment dire ça, vu que ces orpailleurs n'ont pas accès au système bancaire, par exemple, ça peut effectivement être une solution dans le sens où l'État, par un organisme bancaire ou financier, peut se porter garant pour ces orpailleurs-là qui se sont déclarés de façon légale. Et pourquoi pas, lorsqu'on arrive en période de rentrée scolaire, peuvent leur octroyer des prêts pour accompagner leurs enfants pour la scolarité, la scolarisation de leurs enfants. Et puis derrière, ça crée une forme de confiance qui va continuer d'inciter ces orpailleurs à rester dans le domaine formel. Est-ce que ça vous parle, ça? Oui, tout à fait, effectivement. C'est-à-dire que actuellement, vous savez, ceux qui travaillent, ceux qui exploitent peuvent apporter beaucoup à l'État. Et si maintenant ils sont encadrés, je pense que l'État, n'est-ce pas, pourra, n'est-ce pas, déjà avoir, n'est-ce pas, un gros avantage, n'est-ce pas, parce qu'en canalisant de l'or, ils vont pouvoir revendre toute leur production à l'État. Ça, c'est très important. L'État pourra, n'est-ce pas, percevoir ses taxes, parce que là, il est plus avantageux pour un exploitant qui produisait, par exemple, je prends un exemple, 1 kilo par mois, de produire 2 kilos. Bien sûr. Tout de suite, le problème de fiscalité ne se pose plus, le problème de traçabilité. Je crois qu'il va abandonner l'informel parce qu'il gagnerait plus en payant les taxes et en suivant l'État quand il produit 2 kilos que quand il produit peut-être qu'un seul kilo et puis qu'il est dans l'informel. Donc, effectivement, oui, tout à fait. Et l'accompagner dans la rentabilité de l'efficacité, la rentabilité de son exploitation. C'est très intéressant. Ça fait pas mal de suggestions. Monsieur Tiama, on arrive bientôt à la fin de ce webinaire qui est très passionnant et qui pourrait durer toute une journée. Mais si vous deviez, avec toutes les informations que vous avez eues de la part de monsieur Batoum sur le minier camerounais, si vous deviez recommander une réforme prioritaire, nous conseiller avec votre œil d'expert pour restructurer durablement le secteur aurifère camerounais, quelle serait-elle, par exemple? Je sais qu'en Côte d'Ivoire, on a parlé du e-cadastre qui a été créé l'année dernière et qui permet d'avoir accès à toutes les informations que vous avez citées
en ligne. Qu'est-ce que vous pouvez rajouter d'autre pour aider, accompagner le Cameroun dans ce processus de restructuration de son secteur minier de façon générale? Donc, pour restructurer le secteur minier au Cameroun, donc moi, je dirais que le e-cadastre est déjà bien parce que nous l'avions ici également, le e-cadastre, pour pouvoir permettre aux investisseurs ou à même les acteurs d'avoir accès aux informations sur le cadastre minier en ligne. Ça, c'est déjà une bonne chose. Mais maintenant, ensuite, il faut ajouter la possibilité de vendre l'or au plan national. Ça veut dire il faut que les réserves, dans un premier temps, là, les productions soient rachetées par l'État. Un peu comme ce qui se passe ici au Burkina. Tout ce qui est produit par les artisans miniers et les promoteurs de mines semi-mécanisées doit être racheté par l'État. Parce qu'en principe, ces quantités-là ne sont pas aussi importantes que la production industrielle. Et à côté de cela, il faudra mettre en place un mécanisme de contrôle aux frontières, c'est-à-dire pour éviter qu'il y ait la contrebande. Parce que c'est sûr qu'il y a toujours la contrebande, il y a l'or qui va sortir par les frontières. Donc, il faut un organisme qui permettra de contrôler au niveau des frontières les sorties d'or, les sorties frauduleuses d'or et également mettre des certificats à l'exportation. Pour exporter de l'or, par exemple, ici au Burkina, il faut un certificat d'exportation. C'est ça qui aide dans la traçabilité, je suppose. À la traçabilité, effectivement. Donc, ce certificat-là est délivré par le Bureau national des mines et de la géologie, qui est le BUMIGEL. Ce bureau-là fait ce qu'on appelle une vérification de la quantité d'or qui va sortir et également, ce bureau va faire la douane. La douane qui est à côté également, qui travaille de concert avec ce bureau, va fournir un certificat et il y a des taxes qu'il faudra payer, des taxes douanières. C'est vrai que les artisans miniers n'aiment pas qu'on parle, ils n'aiment pas entendre parler de taxes lorsqu'il s'agit d'exporter. Voilà pourquoi il y a de la contrebande. Mais il faut payer une taxe qui correspond à 3% de la valeur de l'or. Donc, la taxe douanière plus la taxe liée à la vérification de la quantité au niveau du Bureau des mines et de la géologie. Et il y a une taxe forfaitaire également qui est payée. Le tout correspond à 3% du montant de la quantité d'or qui doit être exportée. Et ensuite, on vous délivre ce qu'on appelle un certificat d'exportation. D'accord. Et puis maintenant, tout le monde y gagnerait. Tout le monde y gagnerait en effet. L'État gagnerait sa part et les exploitants également gagneraient parce que c'est la voie normale et ça évite les sanctions liées à la contrebande. C'est très clair, M. Nsama. Bon, on arrive malheureusement. On va ajouter, je vais y ajouter une dernière recommandation qui est d'inciter les artisans miniers à se regrouper en coopérative. En coopérative. Parce que comme on dit, l'union fait la force, comme on le dit. Et pour aller aussi dans votre sens, hein, si j'ai bien retenu un point commun qui m'a frappé dans vos échanges avec M. Batoum, c'est que, en tout cas, plus c'est structuré et plus il est facile de suivre la traçabilité. Ça semble être clair. Donc, est-ce que, comme je l'ai dit un peu plus haut, est-ce que l'idéal ne serait pas finalement de mettre en place un processus, une stratégie pour évoluer assez rapidement de l'artisanat au semi-mécanisé, puis à l'industrialisation, et en parallèle, accompagner les orpailleurs par des formations, par tout ce qui mettre en place tout un processus pour faciliter leur intégration dans ces structures qui sont plus stables et plus formelles. Est-ce que finalement, la question n'est pas, il ne s'agit pas là d'une question plutôt stratégique pour évoluer et sortir progressivement de l'artisanat pour s'orienter vers l'industrialisation? C'est en tout cas ce que je remarque au vu des échanges que nous avons eus. Bon,
Étant donné qu'on arrive à la fin de l'émission, j'aimerais savoir, Madame Pondo, est-ce que vous savez, avons-nous des questions du côté du public? On a accusé un peu de retard, ça a probablement pu décourager certains, mais est-ce que vous savez s'il y a quelques questions auxquelles nos panélistes pourraient répondre? Madame Pondo. Oui, alors, oui, tout à fait. Nous avons quelques questions dans le chat. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. Oui, Oui, on vous reçoit. Donc, on a… bonsoir. Oui, donc on avait une question de Monsieur Patrick Chomté qui demandait si c'est possible d'évaluer en fait les pertes que le gouvernement a du point de vue de… Enfin, si ce serait possible d'évaluer le manque à gagner de l'État dans le secteur de l'exploitation aurifère au Cameroun. Est-ce que M. Batum se sent de répondre à la question? Oui, ou peut-être… oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Je pense que la Sonamine, par exemple, a, n'est-ce pas, certains outils. C'est-à-dire que, par exemple, on peut évaluer en disant que si une entreprise, par exemple, a 2 pelles excavatrices ou, par exemple, a 2 bols pour, n'est-ce pas, travailler, voilà, n'est-ce pas, ce qu'on peut s'attendre à une production. Et, n'est-ce pas, ça permettrait, n'est-ce pas, à ce que on puisse déjà avoir une idée de ce que, n'est-ce pas, les différentes entreprises, par exemple, semi-mécanisées, peuvent avoir comme production. Bon, ça c'est un point qui… d'autre part aussi, en même temps, on peut dire que avec ces évaluations, on peut savoir s'il y a des fraudes, s'il y a des fausses déclarations. Donc, je pense que oui, l'État peut facilement évaluer. Et je pense que dans les évaluations qu'on a, tout à l'heure, on parlait de 900 kilos d'or. Je pense que c'est à peu près exact en ce qui concerne la mine semi-mécanisée. Donc maintenant, à ces valeurs, l'État peut savoir que voilà, n'est-ce pas, le pourcentage, voilà ce que je devrais m'attendre à avoir comme taxe. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. C'est assez clair pour moi, sauf si Madame Pondo voulait rajouter quelque chose. Alors, juste, merci. Oui, juste pour ajouter quelque chose, en fait, sur l'étude que nous avons publiée sur les projections des revenus miniers au Cameroun, il y a une section qui est dédiée aux revenus évalués de l'ASM. Donc, vous pouvez les retrouver sur la page Baradza ou sur la page Stratmine. On va partager ça à la fin du live. Merci Donc, pour on le a retour. une autre question. Allez-y. D'accord. On a une deuxième question. Est-ce qu'il existe un cadastre spécifique au secteur minier au Cameroun comme au Burkina Faso? Oui, je peux dire tout de suite, oui, il y a le cadastre minier, effectivement, qui fait partir du ministère des Mines. Oui, le cadastre minier, il est là. Et le cadastre minier sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'en fait, toutes les autorisations qui sont délivrées, les permis de recherche, n'est-ce pas, sont cartographiés. Donc, on a une base de données au cadastre minier. En fait, quand vous voulez un espace, en général, voilà ce qui se passe. Quand vous voulez un espace, l'État vous demande de prendre des coordonnées GPS. Et vous prenez ces coordonnées GPS dans la procédure d'obtention d'un permis ou d'une autorisation. Ces données sont envoyées au cadastre minier qui va vérifier, n'est-ce pas, que cet endroit est libre, qui n'est pas dans un permis de recherche ou quelque chose comme ça. Donc, en effet, il y a un cadastre minier au Cameroun où sont répertoriées toutes les données. C'est bien de le dire parce que malheureusement, de loin, on a parfois l'impression que les choses ne se font pas toujours, mais c'est bien de préciser et de le souligner quand il y a des choses qui sont faites et qui sont bien faites. Bien sûr, la marge de progression est là et c'est pour ça qu'il existe ce genre
de webinaire. Est-ce qu'il y a une dernière question, Madame Pondo, avant qu'on passe à la conclusion? Non, je pense que c'était tout. On peut passer à la conclusion. On peut passer à la conclusion. C'est parfait. Bon, oui, en tout je cas, pense que c'était tout. Oui, nous pouvons... Oui. Merci beaucoup. Merci, Madame Pondo. Merci à tous pour ces échanges. Hein. Nous allons, comment dire, je dirais, la question désormais serait, de ce que je comprends de nos échanges, celle de la pérennité et de la structuration de toutes ces actions qui ont été prises, proposées par le gouvernement, je suppose en concertation avec toutes les parties prenantes. Comment passer de mesures ponctuelles à une gouvernance durable? Comment renforcer les mécanismes de suivi et de contrôle dans le temps? C'est très important. Il ne faut pas juste que ce soit un coup de publicité, mais que ça dure dans le temps. Et comment articuler, et ça, M. Nthiama nous l'a expliqué un peu tout à l'heure, comment articuler efficacement l'action de l'État, de la SONAMIN et de toutes les autres parties prenantes, la société civile, les exploitants locaux, pour construire une filière aurifère crédible. Donc, j'espère que nous avons apporté quelques éléments de réponse à toutes ces questions. Je tiens à remercier très chaleureusement nos intervenants et l'ensemble des participants. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain webinaire sur l'énergie verte des mines qui se déroulera au mois de mai. On vous enverra les informations incessamment sous peu. Et enfin, nous vous donnons rendez-vous le 11 juin au Cameroun à Yaoundé pour le forum, pour le Baraza Mining Forum, où toutes ces questions seront abordées, mais de façon encore plus avancée au niveau de l'industrialisation et de tous les autres secteurs miniers, parce qu'il n'y a pas que l'or. Ne l'oublions pas, le Cameroun est riche en autres matières premières, minerais de fer, bauxite, rutile, et j'en passe. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention. Bernard et Yves, je vous remercie à nouveau d'avoir joué le jeu. Merci beaucoup. Et je vous dis à toi, Armand. Très bientôt, et ainsi qu'à Madame Pondo qui m'a accompagné pendant cette animation de webinaire. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup. Merci Armand. Merci Hera, merci Bernard. Merci Madame Hera. À bientôt. À bientôt. Merci à tous. À bientôt. Merci.